Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici parce que c'est une exposition, un projet qui a été reporté 3 fois pour les raisons que vous imaginez. On est les chances. C'est moi qui suis chanceuse. Et finalement, le projet a évolué au fur et à mesure des nouveaux variants. Donc, c'est un projet qui a connu des variants. Et au final, quand Geneviève Roy m'a dit, bon, cette fois-ci, on le fait à la fin mars, ça va aller. Et donc, il y a eu un nouveau variant Omicron, etc. Donc, j'ai quand même imaginé l'exposition pour qu'elle puisse se faire à distance. J'ai donc envoyé des documents par transfert, envoyé quelques petites choses par la poste. Et au cas où, au dernier moment, je ne puisse pas venir, je ne puisse pas prendre l'avion, les avions successifs. Voilà, donc je suis heureuse. C'est une expo un peu minimaliste, mais je vais vous expliquer, puisque ma démarche est une démarche toujours d'écrivain. Mais depuis dès 79, j'ai fait ce que j'appelle des gigantextes. C'est-à-dire l'idée a toujours été de sortir de la page, que ce soit par la voix, disons la poésie sonore, ou bien par des expositions, des textes qui sortent de la page, ou du moins qui ont une page très très agrandie. Donc celui-ci, c'est le 16e gigantexte. Alors l'origine, je voyage beaucoup en Asie, je suis sinologue, et je voyage aussi au Japon. Et j'ai découvert en 1989, au Japon, tout à fait par hasard, dans la campagne, un petit temple dans lequel un siècle ou 2 siècles auparavant ne vivait qu'un seul moine, et il avait sculpté dans la pierre les 500 disciples du Bouddha. Dans le bouddhisme, il y a une tradition, on dit que 500 disciples ont assisté au sermon du Bouddha, et c'est eux qui ont transmis la doctrine. Et donc, vous verrez des images sur le petit écran là-bas, ça résume le projet. Et donc, j'ai été assez fascinée parce que c'était une véritable œuvre d'art brut. Il avait vraiment sculpté ça dans les pierres qu'il avait trouvées sur place. Et dans d'autres différents voyages, au fil des années, au Japon, en Chine et à Taïwan, j'ai revu comme ça des assemblées, soit taillées dans la pierre en très grand format, soit peintes, soit sculptées dans le bois. Et je m'y suis beaucoup intéressée, pas par rapport au bouddhisme, mais par rapport au fait que ce soit un thème et une variation finalement. Et lors d'un voyage au Japon en 2016, j'ai revu de très belles sculptures comme ça. Évidemment, c'est une assemblée masculine, puisque le bouddhisme, surtout à l'époque, n'acceptait pas du tout les femmes. Et je regardais beaucoup la société, je travaille beaucoup sur le quotidien, finalement, dans mes textes. Et j'ai eu envie de réunir une assemblée de 500, une sorte de faire la balance par rapport à cette assemblée masculine, de faire une assemblée féminine. Et je me suis mise à noter dans les transports, en marchant dans la rue. Quelquefois, je suivais quelqu'un, j'accélérais un peu le pas pour rattraper, pour pouvoir noter. Et j'ai réuni cette assemblée de 500 inconnus. Alors, après avoir pris des notes, j'ai acheté ce qu'on appelle au Japon des genkoyoshi. C'est les feuilles qui servent pour les manuscrits. Comme nous, on va dire, on a un texte, par exemple, en 1500 signes. C'est ce qui est souvent dans les textes qu'on rend à un éditeur, c'est 1500 signes par page. Et donc, c'est ce qui sert au Japon, dans les universités, dans les lycées. Vous allez faire une sorte de rédaction, on va vous dire 3 genkoyoshi. Alors, il y en a à 200 cases et il y en a à 400 cases. Alors, ceux-là, ils sont à 200 cases. Et pour faire des portraits, j'ai conçu ça comme une sorte de fiche signalétique d'une inconnue qui aurait à rechercher. Donc, j'ai cherché ce qu'on appelle les arhats, donc les saints, les disciples du Bouddha, ont tous un signe caractéristique qui fait qu'on les reconnaît d'une série à l'autre. Il y a par exemple celui qui s'ouvre le visage pour voir le visage qu'il avait avant sa naissance. Il y a celui qui ouvre le cœur et on voit le Bouddha à l'intérieur de lui-même. Il y a celui qui a le bras merveilleux, qui a un bras complètement disproportionné parce qu'il peut attraper la lune ou attraper des tas de choses inaccessibles au commun des mortels. Et donc ici, il s'agissait de trouver quelque chose
qui se repérait. Et si vous regardez quand vous marchez dans une foule, il y a toujours quelqu'un d'un seul coup qui va attirer votre œil, soit par un accessoire vestimentaire, soit par une allure, une couleur, quelque chose de particulier. Et donc, j'ai décidé de faire des fiches signalétiques, donc qui sont numérotées, comme les disciples portent aussi un numéro, toujours le même dans les séries représentées sous différentes formes. Et remplir ces cases, donc c'est fait au pinceau et à l'encre de Chine, et donc il y a toujours 200 lettres à chaque fois. Et quand je me suis trouvée face à des ligatures comme dans nœud ou cœur, je sépare le O et le E. Là, je ne fais pas la ligature pour avoir, disons, une règle. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé les fiches signalétiques. Et ensuite, j'ai déployé ces fiches signalétiques dans des textes à la verticale, ce que j'appelle à la toise, ou ce qui est marqué là-bas dans les petits cartels, ou ce qui est projeté ici. Et à la toise, c'est créer une silhouette en centrant le texte par le milieu. Enfin, centrer, c'est forcément par le milieu. Et en fait, on a toujours 200 lettres et ça donne des textes qui ont des hauteurs tout à fait variables qui vont de 32, je crois, à 50 et quelques. Donc il peut y avoir 20 lignes d'écart d'un texte à l'autre alors que c'est le même nombre de lettres. C'est une sorte de paradoxe. Et j'ai fait tous ces portraits en noir et blanc. Il n'y a aucune mention de couleur, mais chaque personne que j'ai observée, sur laquelle j'ai noté des indications, j'ai relevé à chaque fois 4 couleurs. Ça, c'était par référence à un nuancier japonais que j'ai, où il y a un mode d'assemblage de couleurs par 4. Et donc j'ai séparé les couleurs du portrait lui-même, qui est en noir et blanc. Et les couleurs, j'en ai fait une sorte de longue litanie à 4 couleurs. Donc là, il y a 500 lignes avec toutes les couleurs, parce que ça doit être aussi, c'est une question de représentation. Déjà, d'écrire une couleur, les noms de couleurs varient beaucoup d'un pays à l'autre, varient beaucoup d'une civilisation à l'autre. Il y a des civilisations qui ont 10 noms pour le blanc, il y en a d'autres qui vont avoir plus de noms pour le noir, selon un noir mat, un noir brillant, etc. Il y a des noms spécifiques. Et donc c'est aussi un mode de représentation. Et le fait d'avoir dissocié, ce sont des portraits déconstruits en quelque sorte, le fait d'avoir dissocié tous ces éléments, c'est aussi une façon de faire travailler l'imagination et la représentation. Alors je voulais remercier évidemment Geneviève Roy qui a reçu mes nombreux emails, Noah aussi, Noan Doricini qui a fait l'animation vidéo que je n'étais pas capable de faire, et donc on s'est téléphoné une fois et il a fait ça. David Leblanc qui a beaucoup aidé à fixer les cadres et tout ça, et puis bien sûr le vieil ami Richard Martel. On se connaît depuis très longtemps, c'est la 3e fois qu'il m'invite aussi à venir à Québec, et j'en garde des souvenirs toujours. La première fois que je suis venue à Québec, j'avais vu un marchand de musique et j'avais acheté des soucoupes pour mettre sous les pieds de mon piano à queue, qui est dans la bibliothèque. Et hier, je suis allée au bout de la rue et j'ai vu que le marchand de musique existait toujours. Je me suis dit, 20 ans plus tard, ouais, on retrouve. Donc ça fait quelque chose, on s'attache à un lieu parce qu'on se souvient qu'on y a fait quelque chose. Et je suis très sensible à ce genre d'expérience, disons. Alors je vais juste lire un texte parce que finalement il fait écho. Bon, tous les gigantextes travaillent la question de la lettre. J'ai utilisé tous les codes alphabétiques, les codes des signaux à bras, le morse, pour faire des gigantextes. Le plus grand gigantexte a été réalisé à Marseille, quand Marseille a été capitale européenne de la culture. C'était le phare bleu qui avait été conçu par 2 architectes et qui, toute la nuit, envoyait des textes en morse. Et là, j'avais fait un long texte qui est resté pendant 3 mois. Alors, c'est vraiment le gigantexte qui a eu le plus de portée, disons. Et là, je vais lire un texte qui dure à peu près 9 minutes. Et ça, c'était une commande en 2010, une commande de Aurélie Olivier, qui a invité 21 autrices à écrire une lettre à une jeune poétesse en référence à Rilke. Je ne sais pas si vous connaissez le texte de Rilke, Lettre à un jeune poète. Et donc, là aussi, c'était une façon de contrebalancer un élément masculin. Et donc, elle
elle a invité, il y avait Nathalie Quintane, enfin, il y a Liliane Giraudon, il y avait plus de 21 personnes. Et on a fait la création, entre 2 confinements au Centre Pompidou, la création chacune à lu sa lettre. Alors, comme ça m'a fait un petit peu écho à cette exposition, je me propose de la lire maintenant. A.S. Cortex labyrinthe. Comment aborder avec vous la question, par ailleurs toujours en suspens, de la poésie et de ses contours énigmatiques, sinon en commençant d'une manière très concrète, c'est-à-dire par prendre votre lettre au pied de ces mots et abusant d'un subterfuge rhétorique, considérez d'abord les lettres, celles que vous déployez au pluriel en constellation, d'un agencement inédit, bien qu'inscrite dans le sillage d'un siècle qui usa de l'arsenal typographique à sa disposition, puis s'appropria de nouvelles techniques avant d'investir des champs jusque-là inexplorés, d'élargir la palette de ses moyens, mais en dernier ressort ne fit pourtant qu'effleurer le sujet, tant reste infinie la probabilité qu'advienne une œuvre encore insoupçonnée qui bouleversera tous les acquis, les dogmes, et ce siècle passé laissa donc inachevé le vaste chantier de la création, dans lequel s'incarnent les effets les plus fulgurants de l'imagination. Chantier auquel vous vous attelez désormais et que vous enrichissez à votre tour, interrogeant la langue, sans même éprouver son usure, sitôt que vous dilatez l'espace, que vous incisez loin de la page et de ses formats habituels des nébuleuses abstraites, dans lesquelles les corps lisibles se délient en vibrations, dont les échos esquissent des réseaux complexes, au demeurant impénétrables, sauf à percevoir un bruissement d'énoncés qui s'entrecroisent, projetant des perspectives au caractère éphémère, tandis que déferlent les masses verbales après une brutale surrection, où dominent très haut les capitales, et le lecteur, fasciné par une telle puissance, se laisse entraîner dans un univers kaléidoscopique, sous la pression de vos tourbillons dynamiques qui juxtaposent une à une des images, souvent paradoxales, et bouleversent la linéarité, rendant poreuses, voire caduques les frontières entre genres, dans ce lieu entièrement dédié à la matérialité tangible de la lettre, et que par là s'ébauche la projection graphique de vos tumultes articulés qui dynamitent les syntaxes à l'aspect monotone et instaurent en retour une prosodie aux traits rapides dont l'impact se régénère à travers des inventions sonores et visuelles qui s'échafaudent à partir de rythmes, d'accents dont la pulsation bouleverse radicalement les mécaniques, trop bien rodées d'essence latents, alors que se comblent les lacunes, depuis longtemps béantes des notations, jugées indécises, au bord de l'épuisement, et qui s'effondrent soudain face au contraste de vos mosaïques de mots découpés en brisures, et que vous éparpillez, syncopés jusqu'aux limites extrêmes de la phonation. Et dans ce contexte, cher poète S, vous vous étonnerez sans doute de découvrir dans ma réponse
les substantifs féminins placés entre parenthèses. C'est qu'ils font écho au double signe de ponctuation enserrant nom féminin dans la définition du mot poétesse qui vous désigne dans certains dictionnaires. Mention aussitôt assortie d'un constat. De nos jours, le mot tend à prendre une valeur péjorative qui le fait éviter au profit du masculin poète. Fin de citation. Et surtout, refermez bien la parenthèse, occultation en cours, à la faveur d'une syllabe désuète, symbole de l'imprononçable, hypertrophie d'une racine S-E, S-S-E, qui attente au goût moderne de l'euphonie. La parenthèse ne contient donc plus une extension du signifiant, comme le prétendent les grammairiens, mais elle consigne votre statut de simple dérivé, assorti d'une injonction à ne pas nommer, étrange échec du vocabulaire, qui répertorie et conclut dans le même temps à la non-existence. Vous voici donc privé d'un terme propre. Pourtant, malgré cette forclusion lexicale, vous n'oublierez pas de saisir l'opportunité qui vous est offerte, voir dans les arcs acérés de cette parenthèse, dans ces parois rigides, non pas un carcan qui vous condamnerait à la relégation, mais au contraire, les deux battants d'une fenêtre grande ouverte sur le monde, vers lequel vous vous élancerez pour en sentir la palpitation vertigineuse, ou, affranchi des censures, vous glisserez entre les signes, déterminé à ne rien sacrifier de votre singularité. Oui, c'est ainsi que je vous imagine, volontaire, accédant à ce monde des belles lettres. Et c'est pourquoi je salue votre démarche, en joignant à ma réponse quelques fragments d'alphabet coloré que vous assemblerez, jusqu'à trouver dans la langue que vous inventerez le mot juste qui vous désignera poète S. Poète saillie, poète séquence, poète synthèse, poète scansion, poète saccade, poète source, poète spirale, poète saveur, poète sinuosité, poète souvenance, poète substance, poète sève, poète sphère, poète sentinelle, poète solidité, poète sublime, poète succulence, poète supposition, poète soudaineté,